Allô, allô, auditeurs de Ivocan Relais. Bienvenue chez Ebony et Érable. Aujourd'hui, on va voir une dame rayonnante, radieuse. Et je suis contente parce que je pense le mois dernier, je disais, les femmes là sont où elles viennent pas. Mais ce mois-là, j'ai eu vraiment, je pense que j'ai fait mon mois pratiquement ensemble parce que 75% des femmes, et puis je suis très, très contente que les femmes se réveillent enfin pour venir jaser avec moi. Donc aujourd'hui, je reçois Marie-Ève la Glorieuse, qui est une femme courageuse et vous allez voir très, très rayonnante, très, très lumineuse, qui s'est donné une mission noble après un coup dur. Donc, moi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Elle est là. On dit, quand la tête est là, le genou ne porte pas de chapeau, même si le genou ne peut pas tout. Donc, je vais laisser la parole à Marie-Ève. Est-ce que tu peux te présenter aux gens de Ebony et Ira? Bonsoir Larissa, bonsoir, comment tu les appelles? Ebony, parce que moi comment on appelle? Ivoirien du Canada que Nous, c'est je... les Ivocanes, Ok, Ivoiriens du Canada. bonsoir les Ivocanes, bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Mais je parie qu'il n'y a pas que des Ivoiriens qui nous suivent ce soir. Bonsoir à tout le monde. Je suis la glorieuse, Marie-Ève la glorieuse. À l'état civil, je m'appelle Fatoumata Mbaye. Je suis canadienne d'origine ivoirienne. Voilà, mère de famille. Et Fatoumata Mbaye, qui est Marie-Ève la Glorieuse, dis-nous, parce que on termine le mois d'octobre, le mois du cancer. Dis-nous comment et quand est-ce que tu as découvert que tu étais atteint du cancer du sein? Larissa, j'ai vraiment aimé le thème de notre discussion. Briser le silence pour sauver les vies, parce que le silence peut empêcher de sauver des vies. Parce qu'une femme n'est pas restée silencieuse que moi, je suis encore en vie. Je vous explique, je suis enseignante de profession et j'ai une collègue de peau différente à la nôtre qui a eu d'abord un cancer au niveau de l'utérus, puis ensuite elle a métastasé au sein, ensuite aux yeux. Donc, prise de compassion, je suis allée lui dire, comme chez nous on dit, Yako. Et là, je lui dis, je ressens une douleur au sein. Mais je vais revenir à à l'échange que j'ai eu avec ma collègue. C'est en 2021, autour de octobre 2021, mais ça avait pris du volume. Et je trouvais ça un peu sexy. Tu sais, chez nous, on appelle ça les lolos. J'ai dit, oh, mais ça, on grossit. Je sais pas trop pourquoi, mais j'étais contente d'avoir de gros seins. J'étais en surpoids. Et après, j'ai commencé à avoir mal au sein. Mon fils, il avait autour de 4 ans, 5 ans. Et il aimait se coucher. Quand il se couchait sur mon côté droit, je lui demandais de passer à gauche. Pour moi, c'est parce qu'il était en forme, quoi, comme on dit. Il était gros. En hiver aussi, j'avais des sueurs nocturnes, j'avais très chaud. J'ouvrais même les fenêtres en hiver. J'avais l'insomnie. Et un matin, même pendant que je m'habillais, j'ai vu un écoulement au niveau de mon sein. Et puis je dis, ah, mais je suis pas enceinte, je compte pas faire un autre enfant. Pourquoi est-ce que j'ai du lait? J'avais comme on dit, la peau d'orange sur le sein. Le mamelon avait changé de forme. Mais je connaissais pas les symptômes, les signes du cancer du sein. Donc, pour moi, c'était quelque chose de banal. J'avais pas de boule dans le sein. Et vu la douleur s'accentuait, je suis allée consulter. J'ai vu mon médecin de famille. Je suis à Toronto. J'ai vu mon médecin de famille. Je lui ai dit, docteur, j'ai mal au sein. Ici, au Canada, on demande l'autorisation. Elle m'a demandé si elle pouvait me palper. Je dis oui. Elle a palpé. Elle me dit non, il n'y a rien. Et je prenais aussi des médicaments. Je dis, est-ce que c'est pas le médicament contre l'acné qui me provoque ça, cette tension dans le sein? Elle dit, c'est un des symptômes, des effets secondaires. Donc, je lui dis, OK, moi, j'arrête. Donc, je continue décembre, janvier, février. Quand je vais voir
ma collègue pour lui dire le yako habituel qu'on dit là. Et puis je lui dis, j'ai mal au sein. Même, j'arrivais même pas à mettre le soutien-gorge. Elle me dit, non, 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 va consulter. Il faut aller faire la mammographie. Je lui dis, non, le médecin m'a consulté, elle me dit, il n'y a rien. Elle dit, non. J'ai eu ce qu'elle a eu ce problème. Ils ont traîné avant de faire, parce que c'était en plein Covid, il n'y avait plus de mammographie. Et là, aujourd'hui, elle est métastase et elle me dit, donc je cours, j'appelle mon médecin de famille et je lui dis, ah docteur, je continue d'avoir des douleurs au sein. Elle me dit, elle pensait que c'était cyclique. Mammographie d'urgence, échographie. Moi aussi, je pensais que c'était la ménopause. J'avais même pas, c'est pas 50 ans. Donc pour moi, je regarde sur Google, on parle de ménopause précoce. J'appelle ma maman. Je lui dis, maman, est-ce que la ménopause, comme elle me dit, non, tu es trop jeune pour la ménopause. Donc le docteur me donne les examens. Je vais les faire, c'était match break, comment dire, la relâche de Mars, je pense chez vous, en français, la relâche de Mars. Et je vais faire l'échographie, la mammographie. Je vois que la radiologue ouvre grand les yeux, me regarde. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ici, il ne doit pas donner les résultats. Elle me dit, non, non, il n'y a rien. Il faut faire le suivi avec ton médecin. C'est mon ami qui me dit, non, il faut les traquer. Il faut mettre la pression pour qu'on te donne vite les résultats. 5 jours après, j'appelle l'hôpital, l'assistante de mon médecin de famille. Je lui dis, est-ce que vous avez mes résultats? Elle me dit, attendez, c'est bizarre depuis, ça fait 3 ans, mais chaque fois que je parle de ça, c'est comme si je revivais chaque instant. Le médecin prend le téléphone, mon médecin de famille est en vacances, son remplaçant. Il me dit, oh, on aurait dû vous appeler depuis. Il faut que vous consultez un chirurgien oncologue d'urgence pour qu'on vous fasse une biopsie. C'était des termes que j'avais jamais entendus. Moi, pour moi, je suis en contact. Ma mère spirituelle, elle a sa fondation qui lutte contre le cancer du sein en Côte d'Ivoire. Il parlait de dépistage. Pour moi, le cancer du sein, c'était pour les autres. J'ai jamais, jamais pensé à cette maladie. Dès qu'il raccroche, il me parle de biopsie, il me dit, OK, on doit vous trouver un rendez-vous. 5 minutes après, on est au Canada, mon téléphone sonne. On me dit, oui, c'est la clinique du sein. Je dis, ah, il y a une clinique du sein. Il faut que vous veniez d'urgence le lendemain pour voir le chirurgien. Je vais voir le chirurgien. Le chirurgien me dit, en fait, il me parle de 2 types de tumeurs, maligne, bénigne. Il m'explique qu'il y a l'artiste qui a dû enlever, elle a fait la mastectomie préventive parce que sa maman avait eu Angela Jolie là, elle avait eu le cancer du sein, donc pour éviter la maladie, elle a préféré enlever ses seins. Il me fait tout le discours possible. Il me palpe les seins. Et puis, je lui pose la question, docteur, quand vous regardez mes résultats, c'est quoi mon pronostic? Est-ce que vous pensez que c'est un cancer du sein? Il me dit, malheureusement, à 99%, ça ressemble à un cancer du sein. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, non, pas moi. Il me dit, pour être sûr, il faut qu'on fasse la biopsie. Dès le lendemain, on m'appelle, on m'a programmé pour la biopsie. J'ai prié. Seigneur, non, c'est pas le cancer, je refuse, c'est pas le cancer. Je vais faire le prélèvement. L'assistance me dit good luck, bonne chance. On prie pour que ce ne soit pas un cancer. La boule n'était même pas perceptible. C'est-à-dire que à la palpation, il n'y avait rien. Même le médecin de famille, elle a touché, il n'y avait absolument rien. Le médecin me dit, le chirurgien oncologue me dit, dans 3 jours, on vous appelle pour les résultats. J'étais en classe. J'avais laissé mon téléphone dans ma salle, dans mon bureau, et le bureau m'appelle, une annonce dans l'école. Madame Fatou, il faut que vous appelez le secrétariat d'urgence. Quand je l'appelle, elle me dit, il y a docteur, elle donne le nom du docteur qui essaie de vous joindre, il demande que vous le rappeliez de toute urgence. Je commençais à trembler.
Je dis, si le docteur me cherche, c'est que c'est un cancer. Parce qu'il allait prendre son temps, quoi, si c'était bénin. J'appelle le secrétariat du docteur. L'assistante me dit, il n'est pas là. Ah non, non, non. Il faut que je parle au docteur. Je dis, please, dis-lui de m'appeler de toute urgence. Le docteur m'appelle de son portable. Allô, oui, Madame Baye. Je dis, oui, docteur. Il me dit en anglais, tu as un cancer du sein. You have a breast cancer. L'expression, le ciel tombe sur la tête, je l'ai vécu. J'avais ma collègue à côté, j'ai jeté le téléphone et j'ai pleuré. Je sors de la salle, je reviens. Elle est effondrée aussi, elle parle avec le docteur parce que la manière dont il m'a donné le diagnostic, c'est pas comme ça déjà. Il y a une autre qui était à côté, je la trouvais très calme et puis elle marchait doucement, elle vient me prendre dans ses bras. Elle me dit, tu me vois, en mode ralenti, elle me le dit en anglais. Elle me dit, il y a 5 ans de cela, je suis passée par là. J'ai eu aussi le cancer du sein. J'ai dit, quoi? J'ai dit, il faut que je rentre à la maison. J'appelle le bureau là. J'ai dit, ça va pas. Voilà, il faut que je rentre. Je peux pas rester. Mon directeur vient, me dit, non, tu peux pas prendre la voiture. On va te déposer. Il me serre dans ses bras. Tu vas, sois forte. Et puis bon, j'appelle ma maman. J'appelle ma maman qui était en voyage au Maroc. Je lui ai dit, maman, tu es où? Elle dit, je suis là, je fais les 100 pas dans le jardin, là, au parc. J'ai dit, maman, ce n'est pas la ménopause que ton enfant a. C'est un cancer du sein. Excusez. Yako, hum. Ça là, c'est douleur de 3 ans. Chaque fois, l'exercice est difficile, mais tu as décidé de J'avais voulu ne plus parler. en parler. Oui, mais Ça, mais tu as décidé de parler pour nous alarmer, nous tous, parce qu'aujourd'hui, moi, je parle avec toi, et puis tu m'apprends que tous les jours, je appuie, et cherche boule. Tu viens de m'apprendre que, pas mais suffisant. c'est pas boule. C'est pas On peut suffisant. ne pas avoir, voilà, c'est pas suffisant. Donc, c'est important ce que tu fais aujourd'hui, en espérant que d'autres femmes comme moi entendent ton témoignage et qu'on puisse essayer de se faire Excusez-moi. consulter. Mhm. Non, non, hein, il ne faut pas t'excuser, c'est tellement de trucs là, c'est tellement fort, c'est tellement profond ce que tu as vécu. Donc là, on va te déposer à la maison. Tu appelles Ouais. maman et puis tu dis à maman, maman, c'est pas ménopause. Ma C'est maman me autre... dit, assieds-toi, prends courage. Et quand je rentre, parce que mon enfant, c'était mon fils. Quand on entend le cancer chez nous, c'est la mort, quoi. Tout ce où je travaillais avant, là, à Abidjan, sur 3 femmes, il y en a 2 qui sont décédées. Donc, je me vois en train de mourir, quoi. Et le docteur me dit, il me faut, parce que je savais même pas qu'il y avait différents types de cancer du sein. Il me dit, on a eu le premier diagnostic là. Maintenant, on doit savoir c'est quel type de cancer du sein pour qu'on puisse établir le protocole. Docteur, on doit attendre combien de temps? Il me dit 2 semaines, maximum 2 semaines. Une semaine, j'appelle, docteur, mes résultats, docteur, mes résultats. J'appelle mon médecin de famille pour qu'elle lui mette la pression. Et finalement, le docteur, je priais Dieu pour que ce soit un cancer du sein simple à guérir. Le docteur m'appelle, il me dit, OK, on a tes résultats, c'est un cancer triple négatif. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh, alléluia, gloire à Dieu. Il me dit, non, sois pas contente. Parce que pour moi, en fait, si c'est négatif, ça veut dire que c'est bon. Il dit, non, ne sois pas contente. C'est le cancer le plus agressif du sein. Ne sois pas contente. Il faut on te traite le plus tôt possible. Il me dit, est-ce que tu es prête pour commencer le traitement? Docteur, dès demain.
Il me réfère à maintenant, il y a le chirurgien oncologue, lui, il est là pour faire en fait l'ablation de la tumeur, le diagnostic. Maintenant, il y a l'oncologue. En fait, c'est toute une équipe. Leur équipe, là, il y a le chirurgien oncologue, il y a l'oncologue, il y a le radio, comment dire, celui qui fait radiation, radiothérapeute, je ne sais pas comment dire. Il y a tout ça. Et puis Le ensemble, radiologue? non, non, radiologue, lui, c'est lui qui va faire le truc, mais celui qui fait la Mhm. radiothérapie. Ouais, ok, C'est donc lui. radiothérapeute, oui. Oui, radiothérapeute. Donc, Attends, il faut tout. il y a te couper 2 secondes. Vas-y. Parce que tout ce que tu as dit, c'est Mhm. couvert. Donc ton cœur ne Mhm. va pas de côté finance. Et si on C'est te ça. dit, tu dis, faut faire, faut faire, faut faire. Hey, Et si au pays là-bas, là, oh, avant de dire, faut faire, il a demandé le prix. Et depuis là, tu ne dis pas, monsieur, ça coûte combien? Donc, je te c'est coupe ça. pour bien Non, tu as savoir. coupé même. Tu as bien. Je dis, ça, je vais en déni. Ok, J'en bon. viens. J'arrive. Mhm. Donc, automatiquement, on m'appelle. La semaine qui suit, je vois, je dis, j'arrive. Le, il y a une formation. Larissa, Canada, c'est un pays. On est dans le froid, mais depuis, quand je suis passée par là, je bénis le Canada tous les jours. Quand je suis mon bulletin me prélève les impôts là, je ne me plains plus parce que mon agent travaille. Je dis, si j'étais à Abidjan, j'étais morte. Je ne demande même pas le prix des mammographies. Quand on me donne le prix CT scan, même je rentre dans les grosses machines, je sors sans rien payer. Je bénis ce pays-là. Et donc, j'arrive, on me fait, il y a une formation. Je ne pense pas qu'Abidjan, c'est ça. Il y a une formation sur les effets secondaires du traitement, de la chimiothérapie. Donc, pendant une semaine, à une certaine heure, il y a une infirmière, il y a comme on est peut-être 4 ou 5, comme ça, on nous appelle en conférence et puis on nous parle de la maladie, des effets secondaires. Donc, quand je finis la semaine de formation, on dit il faut mettre, comment on dit même? Oh, comment ils appellent ça là? J'ai oublié. Une Attends, sonde, un cathéter? c'est ça, mais ils ont un autre nom parce que ça, c'est relié directement au cœur. Ah, ok. Donc, on va, la chose, elle passe le truc, ça passait pas, il fallait qu'on me. Maintenant, il y aura une chose. Un chirurgien, ils ont pris l'échographie pour pouvoir trouver, parce que ça passe jusqu'au cœur et puis on m'a mis ça. Et chaque 3 jours, tu vas à l'infirmerie, on nettoie pour ne pas qu'il y ait de problèmes, d'infections, tout ça. Et je commence maintenant la chimiothérapie. Avant de commencer, je savais que, on m'a dit, je vais perdre les cheveux. Fort probable que tu perdes les cheveux. Donc, pour ne pas vivre ça, j'ai coupé mes cheveux. Et puis, j'ai commencé le traitement. Tu m'as posé la question du diagnostic. Je suis au diagnostic. La prochaine question pour continuer. La prochaine question, l'une des prochaines questions, c'est comment est-ce que ton entourage a réagi? Maman t'a dit, il faut te calmer, mais les collègues ont essayé sur le coup de t'apporter assistance. Je, Mais je suis dans est-ce, un... est-ce que tu as vraiment senti, euh, ça veut dire, est-ce que tu as senti les étapes? Parce que quand tu leur annonces, il y a des étapes. Il y a souvent, on refuse avant de se dire, on n'a pas le choix, on accepte, on fait le deuil et puis on essaie de t'accompagner. Est-ce que tu as suivi ces étapes-là? Tu as vécu ça dans ton entourage? Moi-même, j'ai vécu ça, Larissa. Tu Mais me toi, tu nous voyais. as expliqué pour toi. Maintenant, à En fait, côté, est-ce que je tu as parle de été supporté? l'acceptation. J'ai eu le diagnostic, le choc est là. Mais Mhm. pourquoi moi? Je suis là, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi moi? Dieu qui me dit, pourquoi pas toi tuer? C'est pas différent des autres. Mais en tant que chrétienne, dans toute situation, il faut savoir que ce qui nous arrive là, ça peut servir. Donc, je Dans chantais les ce chant. commentaires, là, ils ont reformulé ma question. Est-ce que tu as senti un soutien social de ton entourage? En fait, ici au Canada, j'ai pas beaucoup d'amis. À Toronto, je suis un peu, j'ai pas beaucoup d'amis. J'avais ma copine, ma sœur. Quand je lui ai dit, j'ai senti qu'elle ne voulait pas, elle ne voulait pas être abattue avec moi, me
me montrer qu'elle était abattue. Mais ça, et c'était un peu une semaine avant son mariage. On avait déjà préparé longtemps. Elle me dit, si tu peux pas, ne viens pas. Mais par moments, je me cache, je pleure. Après, j'ai ri. Tu vois, c'était up and down. Tu vois un peu. Ma famille est loin. Comme on dit, mon bohème, ceux qui vont me réchauffer sont loin. Et c'était difficile. Je me retrouvais avec mon fils à pleurer, tout, tout. Et il y a mon grand frère que j'appelle Trésor, parce que c'est mon chéri, mon trésor. Il m'a dit une chose, il m'appelait constamment, constamment. Il m'a dit, il est musulman, je viens d'une famille musulmane, j'étais musulmane, je me suis convertie. Il m'a dit, Dieu ne va pas te laisser tomber après tout ce que tu as supporté pour lui. Et il me dit aussi, dans ton carnet d'adresses, tu connais beaucoup d'hommes de Dieu. Donc, à cause de tout cela, tu vas t'en sortir, ma petite sœur chérie. On est à côté de toi. Ma sœur, tout le monde. Ma chose, je suis dans une école catholique anglophone, j'enseigne le français, mais ils ont demandé des messes avec mes collègues. On prie pour toi. Ils ont cotisé, les Blancs là ont cotisé. Ils sont venus me voir ici à la maison pour m'apporter leur soutien. Les élèves, tous mes élèves ont fait des cartes. On prie pour toi, on te soutient. Non, vraiment, je ne me suis pas sentie seule. Je me suis sentie vraiment appuyée. Mes enfants, en tout cas, ils m'ont soutenue. Donc, voilà un peu. Aujourd'hui, la émission, là, pour terminer ça, quels sont les moments les plus difficiles que tu as eu à traverser? Les moments les plus difficiles, c'était, quand je parle, là, mon cœur bat encore. C'était la première chimio. Et en fait, je félicite toutes ces femmes qui sont passées par la chimio. Quand on entend comme ça le mot chimio, on peut pas, il faut vivre. Mais je refuse, je veux même pas que quelqu'un même que je connais pas, ceux qui m'écoutent, passe par là. La chimiothérapie, ça te détruit tout. Le docteur, et c'est pour ça que on check le cœur d'abord pour voir si ton cœur peut supporter le traitement. La chimiothérapie, c'est comme mettre le sérum. C'est le nom de l'opération, en fait, du traitement qu'on appelle chimiothérapie. Mais les médicaments qu'on injecte sont différents de l'ampleur de la maladie, du type de la maladie. Larissa, la première fois, quand j'ai fini, je suis allée la première fois, ils appellent ça Red Devil, démon rouge. C'est tout rouge, le produit est rouge. J'ai pris. Bon, pour moi, c'était banal et à la fin, j'ai eu comme un vertige et je me sentais faible. Et après, il y a une injection. Ici, c'est le Canada. Parce que mon assurance de travail privé, là, ça revenait à comme $1000 chaque injection. Ils couvraient ça. Et c'est pour faire remonter les globules blancs. Mais quand je pisse ça, c'est fini. Tu peux pas me toucher. La nuit, je suis comme ça. Quand on peut me toucher, je crie. Parce que la douleur, ça te donne des douleurs osseuses. Et après ça, je pense que quand tu étais trop fort, l'ambulance est venue me prendre. Parce que j'étais en train de partir. L'ambulance est venue me prendre. Et je me souviens, parce que chaque fois, et c'est ce que je disais à un de mes papas prêtres, je dis quand quelqu'un pleure, laissez la personne pleurer. Laissez la personne exprimer ce qu'elle dit. On va te dire non, sois fort. Non, Dieu, laissez la personne extérioriser ce qu'elle porte. J'étais dans le hall des urgences. Les brancardiers, là, étaient à côté de moi. Larissa, j'ai crié en sanglots parce que j'avais tout. Je jouais la forte, je jouais celle qui peut supporter, mais j'ai crié, je pleurais. Tu vois les blessures à côté, d'accord, it's okay, it's okay. Tu vois les ambulanciers pleurent avec toi. C'est tellement, tellement fatigué, Larissa. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé ma maman. Au pays, maman, je peux plus. Faut me pardonner pour tout. Mais je pense plus pouvoir continuer. La maladie, quand je regarde sur Google, on dit 18 mois l'espérance de vie. Cancer truc négatif. Cancer très agressif.
mais je peux plus. La chimiothérapie, là, j'ai plus de force. Ma maman pleure, elle dit pardon. J'appelle ma mère spirituelle qui a dit quelque chose. Elle me dit, ma fille, pardon. Pense à tes enfants et puis pense à nous qui t'aimons. Bats-toi pour nous. Elle appelle le père Adé comme tout le monde. Comme ça, ils sont en train de checker le cœur, tout. Après, j'ai dit, OK, je me bats pour ce petit qui a 4 ans, 5 ans. Je me bats pour tout ce que j'aime, tout ce qui m'aime. Un jour à la fois, comme le chant le dit. Un jour à la fois, on va y aller. Et une fois, ces derniers temps, je vois sur TikTok, bon, chacun exprime un peu une jeune fille qui dit que la chimiothérapie, c'est rien, ça n'a rien à voir avec ce qu'on raconte, c'est pas si là. Je l'ai écrit en inbox, respecte. Si quelqu'un te dit j'ai mal, respecte la souffrance de la personne. Chacun vit. La chimiothérapie, je connais quelqu'un qui est décédé, elle n'a pas supporté. Dès qu'ils ont mis, pouf, le cœur a lâché. Ce jour-là, parce que l'oncologue, la team là, ils m'ont demandé avec qui je vis pour éviter au maximum le stress. Parce que ça te détruit toutes les cellules. Donc, ça veut dire que tes nerfs sont à fleur de peau. Tu n'as pas besoin de stress en plus. Donc, je suis en plein truc là avec la perfusion. À un moment, j'étais au téléphone avec mon frère, j'avais quelques petits soucis. Et puis je dis, bon, je vais me reposer, je me sens fatiguée. Bah, ça, à un moment, j'ai crié, mon cœur, on est au Canada. C'est pas où on va prendre comme au pays, et puis on fait comme ça pour voir, ou bien on venir stéthoscope pour regarder le cœur. Tout est relié. C'est un grand fauteuil, tout est relié. Il voit le rythme cardiaque. Il voit ta tension, ton truc, tout est relié. En même temps, j'entends les infirmières, je suis en train de partir. Quand je mourrais. We are losing her. Ils me disent en anglais, pardon, concentre-toi sur ton traitement, arrête de stresser. Ils appellent le chose, mon oncologue n'était pas là, celui qui est là, la pharmacie, ils ont fermé le service. Et ils me disent, calme-toi parce qu'on est en train de te faire attention et monter, ton cœur est en train de lâcher. Ça. Ils ont tout débranché. Ils m'ont dormi en même temps. J'allais mourir ce jour-là. Et donc, quand je suis sortie de là, avec parce que ça te déforme hein, physiquement, j'ai mes ongles là qui sautaient. Les ongles, pas cassés, hein, tout, jusqu'en bas, ça quitte. La paume là, c'était noir. Je suis allée, c'était même, je sais pas, après l'anniversaire de mon fils, je vais manger au restaurant. La nourriture n'a aucun goût, non. J'ai perdu tout goût. La langue est noire, tu ressens rien. Même tu mets du chaud, tu ressens rien. Mon visage défiguré, en plus, les cheveux, même, c'est rien. Tout ce qui est poil, donc comprends-moi, s'en va. Les sourcils, t'as rien, t'as plus rien. Je me regarde et puis je me dis, mais en fait, c'est comme si je suis un cadavre, c'est tout. C'est juste le souffle de vie qui est là. Donc, voici un des moments difficiles que j'ai traversés pendant le traitement. Je salue le mental d'acier de Marie-Ève. On te dit respect. Je ne sais plus ce qu'il y a dit. Bon, à travers cette épreuve-là, qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même? À travers cette épreuve-là, j'ai découvert que c'est une seconde chance que Dieu me donne. Une seconde chance. Donc, j'ai comme leitmotiv ma paix, mon combat. Moi-même là, j'ai décidé, je m'aime même, je m'aime. Donc, je suis devenue un peu selfish, quoi, comme on dit. Comment on dit selfish? Je sais pas. Comment on dit selfish? Je sais pas comment on dit selfish en anglais. En français Tu te plutôt. choisis ou tu te préfères? Voilà, je me préfère, je suis devenue, c'est moi, quoi. Moi d'abord. Et je dévore la vie à 106%. Je ne fais pas allusion à quelque chose, mais à 106%, je dévore la vie. Tu vois un peu. Et j'ai compris que la vie ne tient qu'à un fil. La vie ne tient qu'à un fil.
Parce que, guess what? J'avais déjà pris mon billet d'avion hein, pour l'année là, 2022. Je dis, oh, 2022, je vais faire 2 mois à Abidjan. L'homme propose, Dieu dispose. La maladie s'est déclenchée. Quand le docteur a dit, j'ai dit, fais tout. Tu finis ton traitement là. Mais à Abidjan, je dois y aller. Je dois y aller. Donc, elle me dit, donc ça fait que je ne voulais pas rater une séance de chimio. Parce que si je rate, ils vont me reprogrammer. Dès qu'on a fini, elle m'a levé, on m'a débranché. Là, son assistante même avait peur. Elle dit, ah, en Afrique, est-ce qu'elle va tenir? Le docteur dit non. Parce que j'avais besoin de voir ma famille. Après toute cette épreuve-là, j'avais besoin de voir ma famille pour souffrir un peu. Donc, cette épreuve m'a montré que Dieu est bon. C'est juste par sa grâce que je suis encore en vie. Et comme je te disais, durant le traitement, quand on m'a mis les choses, les ballons de chimio, j'avais une seule pensée pour les femmes en Côte d'Ivoire. Je me dis, mais j'ai cette grâce-là de recevoir les meilleurs soins, les meilleurs traitements. Mes sœurs sont là-bas, elles souffrent là. Pour faire même pour avoir l'argent pour la mammographie, elles peuvent pas, elles n'ont pas. Comment elles vont faire? Et donc, je me suis dit, Seigneur, il faut que je me batte pour les aider. Il faut que je sois ce griot-là, cette voix qui dise aux femmes, le cancer du sein, c'est pas une fiction, c'est une réalité. La palpation, mais moi, c'est après. Après, juste avant la première chimio que j'ai commencé à sentir la boule. Google, ils sont en train d'actualiser. Chaque fois quand tu vas, on te demande tes symptômes et ils actualisent. Le cancer du sein touche les populations les plus jeunes. Avant, on te parle de 50 ans. Maintenant, ils ont descendu, ils ont ramené la mammographie obligatoire à 40 ans en Ontario. Parce que la population jeune est atteinte. Il y a des jeunes de 23 ans, 25 ans qui sont atteints du cancer du sein. Donc, pour moi, il faut dire, femme, fais attention à ton corps. Tout changement, va voir ton médecin. Ici, c'est gratuit, on ne paye rien. En Afrique, faisons attention, ne négligeons pas, tout pays ne soigne pas cancer du sein. Doliprane ne soigne pas. Tu es obligé de te sacrifier pour aller parce que dépister tôt, le cancer du sein se guérit. Donc voilà un peu résumé ce que cette épreuve-là m'a donné comme leçon. Et puis surtout, nos stress. Quand j'ai fini la chimiothérapie, on fait le scanner. Le docteur me dit, au scanner, il n'y a plus de cellules cancéreuses. Docteur, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas qu'elles reviennent? Elle ne m'a pas dit, prends Tylenol. Elle ne m'a pas dit, euh, mange ceci, mange cela. Elle m'a dit juste, no stress. Ça veut dire, pas de stress. Et quand je mène je fais des recherches, le stress est à la base de ce genre de maladie-là. Le stress cause le cancer du sein. Tu vas te lamenter pour n'importe quoi, te charger ton esprit de n'importe quoi, mais tu vas mourir. Donc là, ma vie, ma paix, mon combat. Donc voilà un peu ce que cette épreuve-là m'a apporté, Larissa. Ouais, il y a Coach Raymond Gomis qui disait que le stress est source de cancer. Ouais. Oui, Dans les commentaires, il y a force et courage à toi, très cher. Donc, on t'envoie beaucoup, beaucoup de force. Et puis, merci. franchement, ben, ton traitement, si on veut parler de la chimio, ça a pris combien d'années? Non, pas année, j'ai fait huit séances. Je pense qu'on a commencé en avril, chaque 2 semaines. OK. Et je pense fin juin, fin juillet, quelque chose comme ça, début juillet, j'avais fini le traitement. Ça, c'est la chimiothérapie. Donc, quand on Mhm. finit le traitement, là, la chimiothérapie, Ouais, mais c'est euh, mieux donne-nous les étapes en même temps, c'est mieux. Les étapes de toi, ton traitement, puisque tu as dit que tu avais eu un plan. Donc, ça veut dire que hum, chacun, selon son type de cancer ou selon absolument. son truc, il a un plan. Dis-nous un peu, résumé, toi, ton plan. Chimiothérapie chaque 2 semaines, Mhm. euh, 8 séances. Ensuite, ils ont fait un break parce que je leur ai dit que je voulais souffler.
Et par la suite, on m'a fait comment on dit, la tumérectomie en français. Ils ont enlevé une partie, la tumeur, la localisation là. Et puis ensuite, radiothérapie, j'ai eu quoi? On dirait 25 séances de radiothérapie. Chaque jour, tu vas à l'hôpital, on te passe les rayons. Et puis, comme il y avait pas de, comment dire, résidus, ça veut dire qu'il n'y avait pas, quand ils ont fini la chirurgie, quand tu fais la chirurgie, là, déjà, à la mammographie, il n'y avait plus de cellules cancéreuses. Donc, c'était difficile pour eux. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont pris la première place où il y avait la tumeur, et puis ils ont mis une marche, ils ont enlevé cette partie-là, et ils ont levé aussi dans les on t'enlève les trucs. Ça fait que il y a des mouvements que je peux pas faire. Ça, je peux pas. Parce qu'on enlève les ganglions dans les aisselles et on va les analyser au microscope. S'il y a des cellules cancéreuses dans les aisselles, dans les ganglions, ça veut dire que le cancer s'est propagé, s'est métastasé. Et là, on te fait une chimio orale. Mais là, Dieu merci, j'avais rien. Donc, quand ils ont vu ça, ils disent, OK, il n'y a rien. Donc, ils m'ont fait la radiothérapie parce qu'on a conservé le sein. Ils m'ont reconstruit le sein, quoi. Canada d'où. Ils m'ont reconstruit les seins. Donc, ils m'ont fait la radiothérapie. Et là, je suis suivie chaque 6 mois. Je passe dans la machine pour vérifier qu'il n'y a pas de récidive. Et le docteur m'a dit cela pendant 10 ans. Et c'est après 10 ans. Après 5 ans, on parle de rémission. Donc, je dis, docteur, donc actuellement, je suis quoi? Il dit, non, actuellement, tu es sous surveillance. Tu es cancer-free, mais t'es pas en rémission. C'est après 5 ans, on parle de rémission. Et puis après 10 ans, on parle de guérison. Donc, voici un peu le traitement que j'ai. Selon toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans l'accompagnement des femmes atteintes du cancer du sein, spécialement en Côte d'Ivoire? Je vais me limiter puisque c'est là qu'on connaît. Tu as l'expérience du Canada. Donc, on peut dire que on va essayer de retransposer ça chez nous. Donc, selon toi, c'est quoi qui manque? D'abord, ce qui manque d'abord au Canada, moi je suis en Ontario et j'ai soulevé ce point à mon oncologue. Il nous manque la documentation en français. Il nous manque, parce que eux, par exemple, ici, les anglophones, là, ils ont comme comment on dit, des teams, ils ont des groupes, tu vois. Parce que souvent tu as envie de parler, souvent tu es Comme les groupes de bizarre. parents, les groupes de familles, comme Eh, acolytes anonymes et tout. voilà, comme Ivoiriens du Canada, ils ont Oui. des groupes où ils se retrouvent, ceux qui ont fini le traitement, et puis ils s'encouragent. Parce que la fin du traitement ne marque pas l'après-cancer est plus difficile. Et ça, je l'ai souligné, parce que les femmes noires, médecins, oncologues, chercheurs, elles sont en train d'étudier ce nouveau type de cancer qu'on appelle triple négatif. Ce cancer triple négatif, il est beaucoup présent chez les femmes africaines. Nous, les noirs, là, c'est ce qui nous, c'est ce qui nous, comment dire, j'ai pas, il nous dit, brun. C'est ce qui ressort ces derniers temps chez les femmes noires. Et C'est comme la drépanocytose qui était comme connue comme une maladie de noir. Donc, on va Mhm. dire comme ça. C'est ça. Et donc, les femmes hispano, aux États-Unis, par exemple, les blacks là, elles ont beaucoup ça. Donc, ils sont en train de faire des recherches parce que c'est un peu nouveau pour eux. Ils sont en train de faire des recherches et c'est un cancer. Quand tu le détectes là, c'est fulgurant, quoi. C'est rapide, la progression est rapide. Donc, c'est pour ça qu'ils commencent par un traitement de choc avec la chimiothérapie. Donc, ce que je disais, parce que dès que moi j'ai eu le diagnostic, je suis allée sur Google pour chercher un groupe de femmes sur Facebook. Je n'ai pas trouvé avec qui je peux parler, avec qui, celle qui va me dire non, je suis passée par là. Parce que c'est bon d'entendre, souvent quand tu as quelqu'un qui est passé par là, ça te donne une certaine force. La personne comprend ce que tu vis. Donc, je veux dire que ici au Canada, ça nous manque, surtout nous qui sommes en Ontario, les francophones. Donc, un de mes combats, comme on dit là, c'est de pouvoir nous réunir, avoir notre petit groupe à nous
Et puis, on va se soutenir, s'assister. En Afrique, en Côte d'Ivoire, dans notre pays, tout manque. Larissa, tout manque. Tout manque. Il y a quelques fondations, par exemple, elles font le dépistage. Elles vont parler de palpation. Je dis, hé, ne palpez pas et puis ne dites pas à la personne, tu n'as pas le cancer du sein. Médecin ici au Canada, elle a palpé. Elle m'a dit, sorry. Les gens me disent, tu peux porter plainte contre elle. Je dis, pourquoi? Je suis en train de chercher ma guérison, je ne veux pas. Elle m'a dit, elle m'a présenté des excuses. Parce qu'elle m'a dit, non, t'as rien, il n'y a rien dans le sein. Elle a palpé, elle n'a rien senti. Donc, ne nous limitons pas à la boule dans le sein, mais disons aux femmes que tout changement, toute anomalie notée dans le corps, dans le sein, doit être signalé. Il faut aller consulter. Tu n'arrives pas à dormir la nuit, tu as des sueurs nocturnes, va consulter. Tu es fatigué. Moi, je me levais, même le matin après un sommeil, je suis fatiguée. Je suis même tombée comme dans les paumes, en plein cours. L'ambulance est venue, ils ont tout regardé, non, il n'y a rien. Elle est juste fatiguée. Or, c'était le cancer, c'était des alarmes. Donc, il faut qu'on fasse, dès que tu sens quelque chose, il faut signaler. En Côte d'Ivoire, il manque quoi? Il manque la prise en charge gratuite. Et j'ai commencé à faire pendant le cancer du sein, là. C'est dommage. C'est pas la politique que je fais, mais aucun n'a parlé dans son plan, là, son programme, là, de la prise en charge des femmes gratuitement pour le cancer du sein. Le sein donne la vie. Pourquoi les femmes, elles meurent. Elles meurent en Côte d'Ivoire. Il y a une comme ça. On lui dit qu'elle a le cancer du sein. Elle dit non, c'est bon, le Seigneur va me guérir. Mais quand tu vas, tu pousses loin. Elle dit, mais si ce n'est pas le Seigneur, comment je vais faire? Qui va m'aider? Larissa, son sein pourri. Elle est métastasée. Et c'est là maintenant, elle a décidé des âmes généreuses. Les gens cotisent. On peut. Ici, par exemple, il y a la Société canadienne du cancer. Plusieurs personnes font des dons. L'État même, ils arrivent à soutenir. Il y a urgence parce que, et j'écoutais, il y avait comme un webinaire avec des chercheurs américains aux États-Unis. Ils disent, il y aura une épidémie. Ça sera comme une épidémie du cancer du sein, surtout en Afrique. Au Canada, on a plus de femmes qui ont le cancer du sein, mais le taux d'espérance est plus élevé. Pourquoi? Parce qu'elles sont prises en charge. À Abidjan, on va dire non, il n'y en a pas beaucoup. On pense qu'il n'y en a pas beaucoup parce qu'elles ne vont pas se faire dépister. Elles ne vont pas faire la mammographie. Donc, pour eux, il n'y en a pas beaucoup, mais elles meurent. Là-bas, tu as le cancer du sein, tu vas mourir. C'est plus de 10 millions. J'ai vendu parce que par souci d'aider ces femmes-là, j'ai commencé à vendre la checker parce que je me disais, mais comment est-ce que je vais aider les femmes? Quand j'ai fini, j'ai commencé à vendre, à commercialiser la checker, le Placali, ça marchait et les bénéfices. Et puis, il y a des âmes généreuses. J'ai un groupe à checker la glorieuse. Il y a des âmes généreuses quand on a un cas comme ça, qui cotisaient, qui prenaient. Il y a une même qui a pris tout en charge. Chirurgie, chimio, tout et tout, pour aider ces femmes en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je pense qu'il manque tout. Hein. À Abidjan, il manque tout. En Côte d'Ivoire, même en Afrique, il manque tout. Parce que au Sénégal, par exemple, on nous dit que, je n'ai pas encore la preuve, on me dit que le traitement là-bas, il est gratuit. La mammographie, les femmes, elles ne payent pas. Donc, je veux dire, nous, on est développés en Côte d'Ivoire. On peut y arriver. Il suffit qu'on parle, il suffit qu'on élève la voix. Et puis, nous aussi, les femmes ici au Canada, je veux dire, même 100 dollars par mois, on peut aider des femmes. On peut aider nos sœurs à Abidjan. Donc, voici un peu ce que je peux dire. Là, on va parler un peu de la fondation. Donc, on va dire, de l'épreuve à la mission. Je vais appeler ça comme ça. Oh, c'est beau ça. Merci. Mais c'est ça, parce que tu as vécu quelque chose dans ta chair, tu as été éprouvé dans ta chair et tu t'es donné pour mission de. Aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que la fondation, tu l'as déjà assise? C'est Non, à pas quel encore. niveau? Pas encore. C'est à quel niveau? Et comment on peut faire pour t'accompagner ou t'aider à asseoir la fondation? Pas encore, en fait, je travaillais un peu avec la fondation, comment on appelle, Femme Tsunamite en Action, dirigée par ma mère spirituelle en Côte d'Ivoire. Elle se bat.
Elle se bat là-bas. Elle fait des campagnes de dépistage. Et là, pour le Canada, c'est la dernière fois, un journaliste de Radio-Canada m'a appelé. Puis je dis, bon, donc, j'ai lancé comme ça. Donc, c'est maintenant que je vais la mettre sur pied. Je vais comment dire, on m'a dit, il faut que je la déclare. Je vais y réfléchir pour voir. Et puis, comment vous pouvez m'accompagner? Une fois que ce sera fait, je vais te laisser savoir. Surtout, elles ont besoin d'argent à Abidjan. Surtout, elles ont besoin d'argent. Par exemple, je te donne un cas là. On a une fille, une jeune fille, je l'avais vue, parce que j'ai dit au Seigneur, quand tu me guéris là, c'est la promesse. Une fois qu'on va parler du cancer du sein, même si c'est $1, je vais réagir. La jeune fille, on m'a envoyé une fille, elle avait les seins difformes, longs comme ça. Le sein faisait peut-être comme 10 kilos, une petite fille. Et donc, je vois qu'elle souffre du cancer du sein. Et c'est une jeune dame, en fait, c'est un peu une nana, mais j'ai tout fait pour rentrer en contact avec cette petite-là, avec les parents. Quand je l'ai vue là, ça, j'ai pleuré. Elle partait plus à l'école à cause de son sein gigantesque. On a pu recueillir la somme, on a fait son opération. À Dieu toute la gloire. La petite, elle a retrouvé le sourire. Ils ont, re- ils ont enlevé ce gros sein-là. Elle a retrouvé goût à la vie. J'étais à Abidjan en été. Les parents tout fait, ils disent, ils veulent me voir. Tu sais, l'homme, l'homme ivoirien s'est dit merci. Je lui ai dit non. Ils disent non, on doit te voir. Ils m'ont envoyé escargot, igname, pour me dire merci. Vraiment merci. Parce que pour eux, la petite, elle n'avait plus espoir. Et on a accompagné aussi, je crois, deux autres dans quand il y avait l'année passée, en octobre rose, j'avais lancé une campagne pour offrir la mammographie aux femmes à Abidjan. Donc, on a financé leur mammographie. Dans celles qui sont allées, il y a une qui a été diagnostiquée. Donc, on l'a accompagnée pour sa chimiothérapie. J'aimerais dire merci à mon cousin Hussein Bay comment son truc s'appelle là? Ah, j'ai oublié. Il a une boîte d'immigration qui m'a beaucoup soutenue, qui aide financièrement. Donc, ce sont des aides. Ce sont des aides ivoiriennes du Canada. Dieu nous a bénis en nous mettant sur cette terre. Donc, à notre tour aussi, bénissons les femmes, nos sœurs, nos mères en Côte d'Ivoire. Donc, voici un peu ce que je peux dire. Là, on tire vers la fin de notre échange là. Si je te demandais de donner un message à une femme qui t'écoute, mais qui vit présentement cette réalité-là, qui a cette maladie-là, qui est en train de vivre cette épreuve-là, c'est quel message que tu peux donner à ces femmes-là? Je veux leur dire que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Dieu est bon. Depuis que je finis ça, et si tu permets, pendant mon traitement, moi, pendant ma chimio, je chantais. J'aime chanter. Je dis, il y a deux cas. Soit je vis, soit je meurs. Donc, je préfère préparer mon âme à rejoindre Dieu. Donc, je l'adorais pendant ma chimio. Et c'est ce chant-là que je prenais et je lui ai dit que chaque fois que je vais parler du miracle qu'il a opéré dans ma vie, parce que Dieu est passé par là. Excusez-moi, c'est pas un truc chrétien, mais permettez-moi. C'est ce chant qui dit, Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne saurais humilier, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as
sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. À celles qui passent par cette épreuve, je veux te dire que n'aie pas peur, n'aie pas peur, parce que tu as déjà la guérison. N'aie pas peur, parce que moi, après le cancer du sein, je vis ma best life. Donc, n'aie pas peur. Le cancer du sein n'est pas, comment dire en anglais, on dit death sentence, c'est pas un, Fatalité, une fatalité. non, un arrêt de mort. Ouais. C'est pas un arrêt de mort. Ça ne veut pas dire que tu vas mourir. Non, non. Donc, sois forte. Nous sommes des soldats. Nous sommes des combattants. Nous sommes des guerriers. Ce par quoi nous sommes passés là. Seuls les braves peuvent s'en sortir. Comme on dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. Rien n'est Donc, possible. voilà, on combat. C'est nous-mêmes qui combattons le cancer là maintenant. Donc, voilà un peu ce que je peux leur dire. La vie est belle. Ton frère, là, c'est jumeaux immigration, c'est ça? Immigration, oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a mis Hussein Baye. qu'est-ce que tu peux dire aux proches? Quel message tu peux dire aux proches des patients qui souffrent, du cancer du sein? Parce qu'on sait que, comme tu l'as dit, quand on dit cancer du sein, souvent on voit la mort. Et peut-être qu'il y a des proches qui rejettent ou qui sont Larissa, pas les présents. proches. Donc, un Ouh, message pour les proches. oh, ils sont comme, je peux dire 100% de la guérison du malade. Je peux leur dire que leur appui est de taille. Moi, j'avais des personnes formidables autour de moi. Ma famille était là, formidable. En fait, c'était comme à cause de je dois me battre pour m'en sortir. Et je suis allée à Abidjan, Larissa, je te promets. Quand je l'ai vue, c'était ma maman. Ma maman avait plus maigri que moi. Quand je l'ai vue, je dis, comment tu as maigri? Elle dit, tu ne connais pas le cœur d'une mère. Elle a porté plus la maladie que moi. Je dis, maman, donc tu m'aimes comme ça. Donc, les proches ici au Canada, ils parlent aux proches. Il y a un psychologue pour les proches. J'ai oublié de te dire, j'ai été suivie et c'est gratuit. Mon assurance pour le Canada et tout. J'ai été suivie par un psychologue. À un moment, quand je faisais, oh oui, Canada et tout. La radiothérapie, tu rentres dans la machine, Larissa, tu es comme ça. Tu restes comme ça. Et j'ai éclaté une fois en sanglots. Tu vois les infirmières, tout le monde pleure. Et puis elles disent, non, on doit parler à ceux qui sont près de toi. Ils ont appelé ma soeur qui est en Angleterre, qui est infirmière en Angleterre. Elle lui dit, en fait, vous la voyez. Quand on me voit, on ne peut pas savoir que je suis malade, que j'ai été malade. Elle me dit, vous la voyez comme ça. Mais à l'intérieur, tout est détruit. Effectivement, toutes les cellules. Donc, elle est fatiguée physiquement, moralement. Larissa, moralement, oh, c'est pas du jeu, quoi. J'ai dû suivre des séances avec un psychologue. Parce que on te voit, tu ris, après, pouf, le traitement même là, c'est comme un poison en fait. Ils te soignent, ils sont obligés de passer par là. Donc, il faut vraiment chérir, faut chérir les malades. Et le traitement, les effets secondaires. Tu vois, depuis je suis là, souvent je fais, tu as la neuropathie, tu marches comme, tu es au ralenti, tu as une perte d'énergie, tu n'es plus la même personne. Et même jusqu'à présent, l'après-cancer, c'est difficile parce que je me vois réduite, quoi. Prendre les escaliers à un moment, attends, pourquoi? Mais il fallait ça pour que tu sois encore en vie à côté de tes parents, à côté de tes enfants, tu vois. Donc, c'est le prix à payer. Les proches, ils sont vraiment importants. On a par exemple des époux qui abandonnent ou des épouses qui abandonnent leur conjoint quand ils sont malades. Il y a d'autres qui sont rejetés. Et ici, par exemple, au Canada, je ne pouvais plus conduire là
parce que c'était fatigant. Il y a, il y a, il y a des taxis qui viennent te prendre gratuitement. Il y a des bénévoles, par exemple, d'autres, par exemple, qui soit quand s'ils ont perdu un proche, ils disent, voilà, moi, ce que je vais apporter, c'est de conduire des malades du cancer. Ils viennent te chercher, t'accompagner à l'hôpital pour tes traitements. Donc, vraiment, Canada, c'est interbéni. Et puis, je veux dire aux proches, vous avez vraiment, on doit vous dire merci. On doit vous dire merci parce que vous êtes d'un appui vraiment, vraiment important. Maintenant, ton mot de fin, parce que là, on a terminé notre échange. D'abord, la question que je pose à tout le monde, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais que je te pose et qui est pas venu, une question particulière qui te tenait à cœur et qui est pas venue? Non, non, Larissa, Non, ok. non. Donc, ton dernier message pour les Ivocans, pour tous ceux qui vont tomber sur cette vidéo, euh, ce À serait toutes, lequel? à toutes les femmes qui vont tomber sur cette vidéo, 20 ans, à partir de 20 ans, je veux leur dire, le cancer du sein, c'est à la porte de toutes. Faisons attention. Et bon, il faut avoir une attitude, comment dire, un mode de vie. Par exemple, moi, il y a des choses que je peux plus faire. Évite l'alcool, fais des exercices, la sédentarité, c'est pas bon. Le surpoids, il faut avoir un poids santé. Le stress, bannis-le. Et puis, signale à ton médecin toute anomalie. Et toi-même, sois responsable de ta santé. Par exemple, moi, je suis allée, j'ai comme ces derniers temps, j'avais le vertige et puis je me sentais très fatiguée. J'avais rendez-vous avec le docteur au téléphone. Je lui dis non, il faut que je te voie. Je suis allée, le docteur m'a regardé, dit ça ressemble pas à une récidive, mais on va faire le CT scan pour vérifier. Toi-même, sois responsable de ta santé. Il faut bousculer les docteurs. Et puis, la vie est belle, quoi. Parce que je veux dire, et puis, celles qui sont passées par cette épreuve, je veux te dire que tu n'es pas diminuée, mais tu es la plus forte, tu es la plus belle. Voilà un peu ce que je veux dire. Et puis, je veux te dire, vraiment merci, Larissa, parce que toi aussi, je suis en train de participer à la sensibilisation en en m'avoir permis de passer, je veux dire, à ton antenne sur ta page pour dire aux femmes que le cancer du sein, c'est une réalité. Vraiment, merci, que Dieu te bénisse, Larissa. Donc, c'est sur ces mots qu'on va terminer. Vivons nos stress. Mhm. No stress. Elle a dit, on dit, et c'est pas la première, c'est la deuxième en 2 semaines qui disent que le stress est source de cancer. Donc, Mhm. on termine, comme je vous dis, c'est le dernier épisode du mois d'octobre. Et les 2 derniers épisodes, j'ai reçu des gens qui ont eu le cancer. Est-ce que toi, tu as sonné la cloche? Pas encore? Toi aussi, quand tu finis le traitement, tu sonnes la Oui, cloche. tu as sonné la cloche. Quand Moi, tu j'ai regardé. finis, tu sonnes. J'ai une collègue qui est sa sœur sonnait, elle a envoyé la vidéo, nous tous on pleurait. Et quand je vois des Mhm. vidéos comme ça rend émotif, mais du genre, ça veut dire que j'ai vaincu le cancer. Ouais, Donc, essayons de diminuer le stress. On sait Mhm. à quel point le Canada est stressant, mais essayons de nous choisir. Comme Mhm. Marie-Ève, elle a dit aujourd'hui, là, elle se choisit. Donc, bonne soirée à tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Et les femmes, on dit ici à boule, allons. Donc, comme s'il n'y a pas boule, allons. Si c'est bizarre, allons. Donc, on s'en va. Vas-y. Merci beaucoup, Marielle. Merci beaucoup. Bisous. Ciao.